Alors, c'est parti pour le cours d'aujourd'hui, du lundi 6 avril, l'affirmation de l'État monarchique. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle, comme vous commencez, vous avez ça, le lien de la vidéo ici, le nom de la vidéo, et je vous propose de travailler avec la vidéo. C'est plus efficace, je pense. Alors, avant de commencer l'histoire, correction du devoir de géographie. Donc, on va aller rapidement, vous avez tout sur Pronote, comme d'habitude. Donc, on va pas s'éterniser. Premier exercice, vous aviez ça. Première question, c'était que montre cette carte sur la répartition de la nourriture selon les pays? Eh bien, on va regarder la meilleure réponse, une des meilleures réponses, pour partir de vos réponses et voir ce qui était possible de faire. Cette carte nous montre avec des couleurs la mauvaise répartition de la nourriture dans le monde. On voit qu'une grande partie de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est souffre de la faim, alors que l'on voit aussi qu'il y a trop de nourriture dans beaucoup de pays du Nord comme les États-Unis ou l'Australie. Donc voilà, vous voyez avec la légende, tout ce qui est en vert, c'est qu'il y a une nourriture qui est très abondante, voire trop abondante, dans les pays où il y a des triangles. Ça, c'est des problèmes d'obésité. Donc États-Unis, Australie par exemple, comme dans la réponse de votre camarade. Quels sont les programmes liés à l'alimentation aux États-Unis et en Afrique subsaharienne? Eh bien, il y en a un certain nombre aussi. Donc les problèmes liés à l'alimentation, ça va être plusieurs choses. Soit des problèmes d'obésité, donc ça va être de la malnutrition, ou des problèmes de sous-nutrition. Là, ça va plutôt être, donc comme c'est marqué ici, ça va plutôt être dans cette partie-là de l'Afrique ou en Asie. Donc soit malnutrition, soit sous-nutrition. Malnutrition, c'est pas forcément qu'on ne mange pas assez, c'est qu'on mange mal. Par exemple, on mange que du riz ou alors on mange que des choses grasses. Deuxième exercice, je vous ai dit, je vais rapidement, vous avez tout sur Pronote. Présentez ce document. Et ça, c'était pas facile pour tout le monde. Je vous rappelle que la nature, ce n'est pas un dessin. Ça, c'est une réponse de petit. On appelle ça une caricature. On l'a vu plusieurs fois en classe. La date, vous l'avez ici, dans le paratexte. Je vous rappelle que le paratexte, c'est tout ce qui accompagne le document, donc ce qu'il va y avoir autour. Donc la date, tac. Auteur, tac. Tonné. Vous avez même là où ça a été publié, Courrier International, donc c'est un journal. Et le sujet. Alors le sujet, ça va être quoi? Ça va être les inégalités. Je vous rappelle que inégalité, c'est un des concepts, une des notions les plus importantes de ce chapitre, dont on a beaucoup parlé. Expliquer le sens du document. Donc là, il n'y a pas de bonne réponse. Pas de bonne réponse, mais il y a des mauvaises réponses. Eh oui. Donc, une des bonnes réponses, ce serait de dire quoi? Ce serait de montrer le décalage, avec vos mots, mais le décalage entre ce qui se passe ici. Donc on représente un habitant d'un pays plutôt pauvre et là un habitant d'un pays plutôt développé. Donc l'idée c'est la différence de ressources. Donc c'est ça le sens du document. La personne plutôt en difficulté va dire il faut trouver une solution et la personne du pays développé se demande ah oui je veux bien mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Alors que la solution est plus ou moins ici. Que veut montrer l'auteur? Quel moyen utilise-t-il pour faire passer son message? Ce moyen-là, c'est quoi? C'est de l'humour, c'est de l'ironie. On peut parler d'ironie. Donc là, pareil, je vous ai mis ces choses-là. Donc, ici. Vous voyez, là, vous pourrez aller voir, aller piocher des idées. Donc, toujours l'idée, les mots-clés, inégalité alimentaire, ça c'est important. Voilà. Donc, ça c'est vraiment, vraiment fait rapidement. On passe à l'exercice 3. Là, vous aviez tout dans les coups de pouce. Si vous suivez les coups de pouce et que vous révisez régulièrement, il n'y a pas de souci. C'est une aide, ces coups de pouce. Tout le monde peut s'en servir. Donc, pourquoi l'Éthiopie n'arrive pas à produire assez de nourriture pour ses habitants? Quelles pourraient être les solutions pour produire plus et mieux? Là, vous avez une réponse. Donc, je vous laisserai aussi prendre le temps. Vous pouvez mettre pause, regarder un petit peu plus attentivement. Mais c'est une réponse qui est intéressante. Il y a dedans, il y a des chiffres, des pourcentages, il y a des lieux, l'Éthiopie. Il y a de la géographie physique, donc relief montagneux, on parle de à quoi ça ressemble. Donc il y a des idées, des concepts de vocabulaire, autosuffisance alimentaire. La personne qui a fait cette réponse a réutilisé les notions et les concepts du
du chapitre, donc sécurité alimentaire, aide internationale. Exactement de la même façon que l'on fait quand on fait, ça fait beaucoup de fois le verbe faire, exactement de la même manière que lorsqu'on utilise l'exercice où on doit placer des mots-clés. Hein, quand vous faisiez les traces écrites, c'était sous cette même forme. Et bien en fait, cet exercice, c'est plus ou moins la même chose. On réfléchit à partir de ce qu'on sait déjà. Accaparement des terres. Donc à chaque concept, chaque idée, vous avez un petit paragraphe. Et ça vous permet d'avancer votre réponse. Assez simplement au final. Ça peut paraître compliqué, mais si vous découpez la tâche en petits bouts, c'est pas forcément compliqué. Donc la réponse à cette question, avec les machines agricoles et les pesticides, aide les agriculteurs des pays riches, on aurait mis plutôt développés, alors que en Éthiopie, tout est fait à la main, et donc les rendements sont bien moins élevés. C'est l'idée de comparer, hein, on compare deux situations. Allez, trêve de géographie, on passe à l'histoire. Ah, je suis content, je suis content. Vous avez vu, je vous ai fait un petit visuel, je me suis amusé à faire ça. Le confinement, je vous le cache pas, commence à être un petit peu long, hein. Donc l'affirmation de l'État monarchique, lundi 6 avril. Donc bien sûr, hein, tout ça, ce que j'ai mis, c'est des clichés, hein, c'est des représentations de l'histoire. C'est pas forcément une réalité, mais je trouve ça joli. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez à faire? Il fallait répondre aux questions du document 2, page 103, et regarder la vidéo, donc la bataille de Bouvines. C'est une courte vidéo de 3 minutes qui explique cette bataille, hein, entre Philippe Auguste et les ennemis de la France de l'époque. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. 3 minutes, c'est pas long, en plus elle est très bien faite. Correction de ces 3 petites questions. Alors, relevez dans le texte les 2 moyens utilisés par les seigneurs pour défier le pouvoir royal. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà fait. On va juste en parler rapidement. L'idée, c'est quoi? C'est que un premier seigneur, Hugues de Pomponne, donc qui est le châtelain de Gournay, donc dans la Marne. Il a le château. Eh bien, il va voler des marchands, des commerçants. Il va les voler. Sauf que ça va pas plaire énormément au roi. Donc le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler son host. Son host, c'est son armée. Regardez, vous l'avez ici. Et il va venir assiéger le château, donc l'entourer et commencer à lui dire, bon, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Tu as nuit au commerce dans mon domaine, ça ne me plaît pas. Tu vas payer. Tu n'as pas respecté les règles. Et le deuxième seigneur, qui lui aussi va défier le pouvoir royal, comment il s'appelle, c'est Guy de Rochefort, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de casser cet encerclement du château. En gros, ici vous allez avoir le château du premier, Hugues de Pomponne. Autour, vous avez le roi et ses troupes. Et là, notre ami Guy de Rochefort va venir encore plus autour, essayer de tuer les hommes du roi pour délivrer son ami Hugues de Pomponne. Donc maintenant qu'on a ça, on peut répondre. Personnage 1, personnage 2. Hugues de Pomponne vole des marchands et gêne le commerce. Il ne respecte pas la volonté du roi, qui veut que les marchands puissent travailler librement pour que le domaine royal puisse se développer. Parce que si dans chaque forêt, dans chaque chemin, il y a des voleurs, le pays va rester pauvre. Et Guy de Rochefort, donc le second seigneur, qui essaie de faire échouer les plans du roi en tentant de sauver Hugues de Pomponne. Donc en venant essayer de le délivrer de la sanction du roi. Comment le roi répond à ces provocations? Donc on l'a déjà un peu dit, il rassemble son host, donc ça j'insiste, hein, c'est un mot important, c'est une armée de vassaux du roi, et va assiéger devant le château de Hugues de Pomponne. Va assiéger le château, ça ne se dit pas, assiéger devant. Il confisque ensuite les terres de ces deux seigneurs qui l'ont provoqué. Il donne ces terres à des seigneurs plus fidèles. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Nos deux amis Hugues de Pomponne et Guy de Rochefort, ils ont voulu défier le pouvoir royal, et à la fin, eh ben, ils n'ont plus de château. Ils se font punir par le roi, qui va venir asseoir de cette façon son autorité. Parce que si, par exemple, un cousin de Hugues de Pomponne, disons Gérald de Pomponne, veut faire la même chose, mais qu'il voit que son cousin s'est fait punir, il ne va pas le faire, il va respecter le roi. Donc c'est cette idée-là qui est importante. Maintenant, identifier le roi sur l'image. Que mène-t-il? Ça, je vous rappelle, hein, c'était à faire pour aujourd'hui.
Donc à cette image-là, regardez dans votre manuel, hein, vous verrez mieux, page 103. Où est-ce qu'il est le roi? Le roi est tout simplement ici. Donc là on voit pas bien, sur ce scanner là, c'est pas terrible. Pourquoi on va le reconnaître comme ça? Plusieurs choses. Déjà, si vous regardez les chevaux, son chevau est bien plus orné. Il a des ornements, hein, plein de petites choses, là sur le corps, sur la tête. Sur le torse, il y a des fleurs de lys. Donc là, si vous regardez votre manuel, vous le voyez très distinctement. Les fleurs de lys, c'est le symbole des rois de France. Donc bleu royal, le fond est bleu royal et les fleurs de lys sont couleur or. Et bien sûr, la couronne. Les rois, ça a des couronnes. Donc, ce qui nous amène à ça. Il est à gauche, on reconnaît aux ornements de son cheval, à sa couronne, et à son habit aux couleurs des rois de France, bleu royal avec des fleurs de lys. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, ça je vais pas vous faire un dessin, il se prépare pour la guerre. Il mène son host, donc son armée, pour affronter le roi anglais et ses alliés. Ça, les informations, vous les aviez ici. Vous les aviez ici dans le paratexte. Alors, donc, ça nous amène à ça. Fleur de lys, c'est ça, hein. Ce qu'il a sur le torse, ces choses-là. On en voit encore dans les châteaux, dans plein de choses historiques. Et la fleur de lys, en vrai, ça ressemble à ça. En gros, c'était une fleur qui symbolisait la religion. Et ça, c'est la Trinité. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que les rois ont pris cette fleur comme emblème. Donc quand vous voyez ça quelque part, il y a un roi français qui ne traîne pas très loin. Ensuite, alors est-ce que ça enregistre toujours? Ouais, nickel. Petite partie de cours. Donc là, je vous invite à faire pause et à marquer le cours. Ou à utiliser le PDF. Donc au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste parvient à imposer un état monarchique à ses vassaux. Donc aux gens qu'il contrôle. C'est plus ou moins ses alliés, mais avec une notion de hiérarchie, ce qu'on a vu dans la pyramide sadique au dernier cours. Il manifeste son autorité après la bataille de Bouvines. Et oui, il va asseoir son autorité, hein. Quand on gagne des batailles, c'est toujours bon politiquement, donc pour un roi, c'est toujours bon. Il confisque les territoires des seigneurs traîtres, donc comme les deux qu'on a vus précédemment. Après, il les donne à des amis à lui, hein, à des gens plus fidèles, à qui il peut avoir confiance. Il confisque aussi les territoires du roi d'Angleterre, qui, je vous rappelle, était plus ou moins installé en France. Il renforce l'administration et fixe le gouvernement à Paris. Il nomme des baillis et des sénéchaux pour le représenter dans le domaine royal. Donc quand vous avez marqué ça, vous marquez ça ici. Bailli, sénéchal, donc un sénéchal, des sénéchaux, hein. On va y revenir. Je vous l'ai mis là dans le cours pour que ça aille plus vite, mais on va y revenir. En gros, c'est des représentants du roi dans le royaume, qui vont être un peu partout pour la justice, condamner les gens, prendre l'impôt chez les habitants. Et vassal, on en a déjà parlé, mais on le remet ici. Donc ça et ça, c'est à mettre dans le cours, côté cours bien sûr. On enchaîne. Grand 2, petit a, le renforcement de l'état royal sous les Valois. Les Valois, c'est une dynastie aussi, hein. C'est ceux qui vont enchaîner après les Capétiens. Donc, petit a, la guerre de 100 ans. Vous avez forcément entendu parler de cette guerre. Question 1 à 4, page 105. C'est parti, vous faites pause, vous allez page 105 et vous faites les exercices. Une fois que c'est fait, vous revenez sur la vidéo et on corrige. Quelle est la situation du royaume en début de règne de Charles V? Sa situation en début de règne, elle est délicate. L'Angleterre est présente sur le sol de France, la guerre de 100 ans fait rage. Donc ça, vous le voyez dans le premier document, vous avez la carte. Tout est très bien expliqué dans le manuel, donc là je vais rapidement. La pièce, vous avez une pièce. Donc, sur cette pièce, il y a plusieurs choses. Et vous devez aligner donc les idées avec ce que vous voyez sur la pièce. Ceux qui ne sont pas remplis, hein, parce que vous avez par exemple la main de justice. Bah, pour la justice, c'est dans le titre. Là, ce que vous n'avez pas, c'est ce qui représente les Capétiens. Vous allez avoir les fleurs de lys sur la torse. Ça représente la dynastie. Pour le pouvoir militaire,
ça va être l'épée. Il a une épée dans la main, l'épée représente le pouvoir militaire. Rappelez-vous de Justinien et Charlemagne. On l'avait fait au début d'année. C'est à peu près le même concept. On a des symboles, des objets, pour pouvoir symboliser le pouvoir militaire, le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Et pour le droit divin, pourquoi eh bien, ce roi est lié à Dieu? Tout simplement, il y a l'inscription sur la pièce. Charles par la grâce de Dieu. Donc il est Charles, il est roi. Charles a été fait roi par la grâce de Dieu, parce que Dieu le veut. Donc à l'époque, euh, les gens pensent cela. Ils pensent qu'il y a un lien entre le roi et Dieu. C'est que Dieu l'a choisi pour accomplir cette tâche. Donc les villes du roi, document 3 si je ne m'abuse, donc Paris, ça je vais rapidement aussi. Comment Charles V associe-t-il les grands seigneurs au gouvernement de son royaume? Alors là, dans le document, vous avez quoi? Vous avez quelqu'un qui vient voir le roi et qui est flatté de ce qui lui arrive. En fait, cette personne devient connétable. Donc l'idée, c'est qu'avant, toutes les armées n'étaient pas permanentes. On montait une armée quand on se faisait attaquer ou quand on voulait attaquer. Maintenant, Charles V, il crée une armée permanente, qui est une armée qui est toujours là. Ce qui est toujours le cas en France, ou dans la plupart des pays. Toujours une armée qui est permanente. Qui est issue de plusieurs seigneuries, donc ses vassaux lui fournissent un peu des soldats, mais tout le temps, ils sont tout le temps soldats. C'est pas je suis soldat quelques mois, je retourne m'occuper de ma ferme, je repars faire soldat. Non, c'est les soldats. Il crée le statut de connétable, donc c'est un seigneur qui dirige l'armée, donc il va s'associer avec eux. C'est plus forcément Charles V qui fait tout. Il se fait aider d'un connétable, qui est un seigneur, et il crée le Conseil de France. Donc c'est des grands seigneurs qui le conseillent, d'où le nom conseil. Donc ça serait assimilable à des ministres aujourd'hui, même si bon, le roi a beaucoup plus de pouvoir sur eux qu'un président aurait sur des ministres. Mais c'est l'idée de le roi ne peut pas gouverner seul. Il cède et il s'associe avec des grands seigneurs, qui, je vous le rappelle, sont parfois plus puissants que lui. Donc je vous ai mis un petit schéma. Le roi est tout en haut, il y a sa cour, le conseil de roi, dont on vient juste de parler, avec les affaires politiques, le parlement, qui travaille beaucoup en termes de justice, hein, c'est pas le parlement comme aujourd'hui, la chambre des comptes, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de l'argent. Puis après, je vous avais dit qu'on en parlait, les baillis et les sénéchaux. Et les sénéchaux, pour faire très simple, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est pas sur au même endroit géographiquement. Les baillis et les sénéchaux, donc nord et sud. Ils s'occupent de plein de choses. En gros, c'est les représentants du roi dans les territoires, dans les villages, dans les petites villes. Et la société, avec, vous voyez, la fourche, la société qui est principalement euh, une société d'agriculteurs. Hop, vous laissez de la place. Donc, vous laissez de la place pour la question 6. Donc, côté exercice, vous laissez un peu de place, vous sautez quelques lignes, vous aurez la question 6 à faire, donc qui est un peu plus compliqué, il faudra passer un peu plus de temps. C'est pour ça qu'on ne la fait pas là en direct. Vous la ferez pour le prochain cours. Et faites-la bien, ça vous aidera pour la prochaine évaluation. Hein, c'est des questions très importantes, ça, quand vous avez à synthétiser, à résumer plusieurs documents. Donc vous travaillez sur tous les documents, comme on vient de le faire, et après vous avez une question globale. Mais si vous avez travaillé sur tous les documents, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire à chaque fois, étape par étape. Non, partie cours, donc je vous rappelle, hein, partie cours c'était pour le petit A, pour la guerre de 100 ans. Vous avez ça à marquer. Donc 1328, roi de France Charles IV, qui est un dernier roi qui meurt sans héritier, direct. Donc pour l'idée il va y avoir un problème, un changement de dynastie. Donc les Valois arrivent de 1328 à 1589. Mais le problème, c'est que quand il y a un changement de dynastie, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne sait pas trop qui doit monter sur le trône, même si au final un roi monte quand même sur le trône, et ben ça crée des jalousies et des envies. Donc, le roi d'Angleterre, il voit ça, il se dit j'ai peut-être un coup à jouer. Parce que moi aussi, je pourrais être légitime. Ma famille pourrait être légitime. Et c'est comme ça que la guerre de 100 ans commence. Parce que le roi d'Angleterre se dit, plus ou moins à juste titre, qu'il pourrait, avec sa famille, avoir ce trône. Parce que je vous rappelle, à l'époque, les rois et les reines d'Europe sont souvent liés.
Hein, il y a souvent des cousinades ou des choses comme ça. Il ne faut pas imaginer qu'ils sont tous ennemis. Souvent même ils parlent la même langue, ils se comprennent, avec des langues comme le latin ou le français par exemple. Donc la guerre de Cent Ans commence, et la guerre va opposer les rois de France et les rois d'Angleterre. Donc là, vous avez vu, j'ai pas dit guerre entre la France et l'Angleterre. Non, j'ai dit entre les rois de France et l'Angleterre. Parce que c'est plus compliqué que ça. Je vous rappelle que l'Angleterre, donc les rois d'Angleterre, ont une partie de leur territoire en France. Donc c'est-à-dire que l'Angleterre est un peu en France, comme vous l'avez vu sur les cartes précédentes. Donc c'est pour ça que j'ai dit roi de France et roi d'Angleterre, et pas France et Angleterre. Donc ça dure un peu plus de 100 ans. Bien sûr, c'est pas 100 ans avec des batailles tout le temps, il y a des trêves de plusieurs années. Mais la date qui est retenue, c'est 1337, 1475. Donc plus ou moins selon à quel moment on s'arrête. On enchaîne, donc ça c'est la fin de la chose. Donc le mieux, c'est de retenir cette date-là. Je sais pas pourquoi je vous ai mis les deux. Hop, je remets 53. On va faire simple, on va faire simple. Là, j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Retenez cette date-là. Ok. Ensuite, enfin, j'ai pas le temps. J'ai pas la possibilité en 2 heures. Je vous rappelle qu'on perd 1 heure par semaine, hein, donc c'est pour ça que je fais rapide. Pour qu'on prenne pas trop de retard. On prend du retard forcément, hein, mais pour qu'on prenne pas trop de retard. Avec notamment l'aide de Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est une aide qui est plus morale, hein. Jeanne d'Arc, pareil, il faut pas penser qu'elle a gagné des batailles elle toute seule. Jeanne d'Arc, c'est une petite fille de fermier qui entend des voix, qui entend Dieu lui dire sauve le royaume de France, va te battre contre les Anglais. Donc elle le fait. Et puis il arrive plein de péripéties. Par exemple, un jour, la légende dit qu'elle arriverait devant le roi. Donc elle a déjà un peu une réputation. Les gens disent qu'elle entend vraiment Dieu. Et donc le roi se cache. Il prend un sosie, il le met sur le trône, et lui il se met dans la foule. Donc Jeanne d'Arc arrive, donc elle est censée aller par le roi, elle l'a jamais vu, elle sait pas qui c'est. Et là, la légende dit que Jeanne d'Arc se bat dans la foule et prend donc, Charles VII et lui dit: ah non, c'est toi le roi, je l'ai senti, Dieu me l'a dit. Donc Charles VII lui fait confiance. Après voilà, ça c'est la légende, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Mais l'idée c'est que Jeanne d'Arc va redonner du moral au peuple et va notamment libérer Orléans, qui est à l'époque une des plus importantes villes de France. Les villes de France les plus importantes. Donc ça, elle va avoir une part importante dans la victoire, ou du moins morale. Mais vous imaginez pas qu'elle a fait la guerre toute seule. D'ailleurs, elle meurt brûlée par les Anglais. Une mort qui n'est pas super sympathique. Voilà, voilà. Alors, donc elle fait la reconquête progressive du territoire et la conquête finale en 1453. Donc, bien sûr, on retient cette date-là. L'autre date, on en parlera plus tard. Pour la semaine prochaine, pour lundi 13, vous finissez donc, vous faites la question 6, page 105, et vous lisez le cours, page 106, plus apprendre les personnages importants, page 107. C'est des personnages qu'on a déjà vus rapidement, mais on fait un petit rappel. Voilà, bonne semaine à vous. N'hésitez pas à me contacter via Pronote si vous avez des questions. Bon travail!